face aux décisions qu'ils et elles ont dû prendre pour construire leur voie professionnelle, les invités de ce podcast ont cru au pouvoir des rencontres, à la folie de garder espoir et d'exposer leur vulnérabilité en demandant de l'aide. Des personnages inspirants qui, sans peur et sans phare, nous racontent leur parcours, les doutes et hésitations, et les rencontres qui, un jour, se sont transformées en opportunités. Je suis Philippine de Saint-Exupéry. J'ai moi-même eu plusieurs vies. J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, je suis heureuse d'accueillir au micro du podcast Chance Julia, qui a accepté de venir nous raconter son histoire. Julia déclare elle-même « Je pensais tout avoir, mais je n'avais plus l'essentiel, je ne rêvais plus ». Elle se lance, sans réfléchir, dans des études de tourisme. Elle occupe des postes dans ce domaine pendant 4 ans, puis 6 ans en banque. Sur le papier, elle avait tout. CDI, maison, voiture. Mais en réalité, il lui manquait l'essentiel, la passion. 2 ruptures, une professionnelle et une autre personnelle, vont tout changer. Julia nous raconte comment elle a renoué avec son rêve d'écriture. Bonjour Julia et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. Bonjour Philippine, avec plaisir. Alors tu l'entends peut-être, j'ai la voix un peu de canard ou de crécelle, un peu cassée. C'est la période qui veut ça, hivernale. Donc excuse-moi si j'ai la voix un peu cassée, mais on va essayer de faire avec et je vais essayer de ne pas t'interrompre en toussant. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc merci encore d'avoir accepté de partager avec nous ton vécu. Je te propose de commencer par nous raconter peut-être dans les grandes lignes ton histoire. Oui. Alors pour commencer, donc dans les grandes lignes, j'ai démissionné de mon travail en octobre 2020. Donc on va partir de là parce c'est plutôt là que tout a commencé. Donc j'étais salariée dans une banque, j'avais une petite vie confortable, voilà, où ça allait, tout allait à peu près bien. Jusqu'au jour où je me suis dit que c'était pas ma vie, qu'il y avait une autre vie qui m'attendait. Donc ça a pris plusieurs mois à maturer et puis j'ai décidé un matin de février, j'ai maturé l'idée de partir pendant quelques semaines et puis en février 2020, je suis allée voir ma direction en leur disant que je voulais partir. Donc voilà, ça m'a pris 24 heures, la décision a été très rapide, sans savoir ce que j'allais faire du tout. Donc ça a mis 9 mois pour que ça puisse être formalisé. Donc je suis partie en octobre 2020 sans savoir du tout ce que j'allais faire dès le lendemain. Donc mon histoire elle part de là puisque ensuite je me suis retrouvée donc du jour au lendemain, on va dire pas au chômage, mais enfin voilà, sans activité, sans but. J'allais me réveiller, mais voilà, sans savoir ce que j'allais faire. À l'époque, j'avais un compagnon qui lui travaillait aussi à la banque, donc lui partait le matin, et puis moi j'étais là de me dire bon bah ok, maintenant ta vie commence maintenant. Tu en avais besoin, pour qui, pourquoi, comment. Donc maintenant voilà, mets-toi au travail et sérieusement au travail. C'est-à-dire que ma recherche de sens, on va dire, est partie de là. Moi, dans l'idée, j'étais partie du Crédit Agricole, pour pas le citer, en me disant que je voulais œuvrer pour le bien-être des salariés, parce que je me suis rendu compte que les talents étaient dans l'entreprise et qu'il y avait juste à les découvrir, à les faire évoluer, etc. Pourquoi aller chercher toujours ailleurs, etc. Donc moi, je me suis dit, il y a quelque chose cette expérience doit me servir et je voudrais œuvrer pour le bien-être des salariés. Il y a quelque chose à faire en 2020 pour ça. Alors, j'avoue que j'étais je passais un petit peu du coq à l'âne, c'est-à-dire qu'un jour, je voulais sauver des salariés, le lendemain, je voulais m'occuper des chiens. Enfin, je savais plus trop où j'allais. J'avais plusieurs idées, mais sans fil conducteur. Après, je me suis dit que j'allais faire ergonome, pour améliorer les conditions de travail, mais c'était plus dans la psychologie que je voulais œuvrer, mais j'avais pas le diplôme, etc. Voilà, donc c'est vrai qu'au début ça a été complètement brouillon. Et puis de là, mon conjoint de l'époque me dit, écoute, je vais postuler pour un poste à Paris. Nous, on habite dans le sud. Je suis originaire du sud de la France, et puis je me suis dit non, enfin c'est pas possible. Paris, c'est pas possible. Je n'ai jamais mis un pied, je ne connais pas. C'est aux antipodes de ma vie actuelle.
Et puis finalement, vu que je n'avais pas de projet, je me suis dit, là-bas, en fait, oui, c'est peut-être l'occasion, tout sera possible. Je vais pouvoir tout recommencer, je vais pouvoir reprendre des études que j'ai arrêtées trop tôt à mon goût. J'ai un BTS tourisme, en fait, j'ai un bac+2. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce BTS. Peut-être parce qu'à l'époque, je voulais voyager et parler anglais. Mais j'ai vite compris que c'était pas le cas. Ce BTS ne portait pas sur ça. Sauf qu'à l'époque, en fait, j'étais plutôt passionnée de littérature, de lettres et de langue et de philosophie. Alors, je savais très bien que j'aurais pu faire une carrière, enfin, du moins, j'aurais pu me diriger vers une carrière de lettres. Donc, je me suis dit, à Paris, ce sera possible. Tu es encore en âge de reprendre des études. Voilà, et c'est l'occasion. Donc, tout optimiste, enthousiaste, je décide de le suivre. Donc, on vend tout ce qu'on a ici. Maison, voiture, etc. Lui, il est muté. Et puis, j'arrive à Paris en janvier 2021. Donc, Covid, hiver, tout fermé. Ça a été moralement très dur. J'arrive dans l'appartement 30 mètres carrés contre 150 avant. Voilà. Donc, il y a beaucoup de bouleversements, loin de ma famille, loin de mon noyau, en fait. Mais je me suis dit, OK, voilà, c'est une aventure, quoi. Alors, j'avais jamais été aventurière avant. Il m'était jamais rien arrivé de spécial dans ma vie. J'avais suivi un chemin un petit peu quelconque, médiocre, on va dire. Médiocre au sens où le chemin de tout le monde, quoi. Et puis, arrivé là-bas, en fait, j'avais acheté un bouquin au moment où j'ai démissionné. Et ça s'appelait « Changer de vie, changer de travail, libérer votre talent », quelque chose comme ça. Je me suis dit, OK, ça me parle. Donc, je me suis mise à le lire, il était très intéressant, et puis j'ai décidé de contacter l'auteur de ce livre, qui se trouve être chef d'entreprise aussi. Et arrivé à Paris, en fait, il me décide de me rencontrer, et puis l'entrevue se passe bien, et puis il m'embauche dans sa société à Paris. Donc voilà, dans le 8e, il me semble. Tu faisais quoi là-bas ? C'est d'une boîte de portage salarial, donc je m'occupais des consultants, en fait. Donc pareil, c'était quand même un travail assez administratif, mais bon, moi j'appréhendais vraiment un tout nouvel environnement, entre nouvel environnement professionnel, nouvel environnement de vie, c'est-à-dire que j'avais jamais pris le métro, j'ai appris les arrondissements, tout ça. Et oui. Voilà. Ah oui, complètement. Pour moi, c'était vraiment, c'était loin de moi tout ça. Donc j'ai appris les arrondissements, comment j'allais sortir de chez moi, quelle ligne j'allais prendre. Enfin voilà, ça a été tout un apprentissage dans plusieurs domaines, même le fait de vivre des siens, en fait. Ça. Quand je suis arrivée à Paris, je disais, moi, c'était pareil, parce que ça peut se faire rire peut-être certains Parisiens. Mais moi, quand je suis arrivée à Paris, j'étais à Nantes quand je suis arrivée à l'âge de 15 ans. Prendre le métro et comprendre les lignes et les arrondissements, ça a été aussi un réel apprentissage. Enfin, je comprends, moi, ça m'a déboussolée. Donc, je voulais juste faire une petite pause là-dessus pour dire que... voilà, donc, ça me rassure aussi, parce que je me suis dit, écoute, soit t'as 30 ans quand même, c'est pas normal. Mais non, mais j'étais complètement déboussolée. C'est le cas. Puis après, je me faisais des petites frayeurs. J'essayais de sortir 2 ou 3 arrêts avant, histoire de me dire, allez, aujourd'hui, je mets un peu de piment, je vais essayer de me repérer. Bon, et puis finalement, ça a été assez plaisant, en fait. Et tu disais, loin des tiens. Oui, pourtant j'étais qu'à 3 heures de train. Donc voilà, pour moi c'était déjà un bel écart. Mais oui, j'avais personne là-bas. Quoi qu'il en soit, c'était tout nouveau. Et puis pareil, c'était pas une période propice à l'épanouissement entre l'hiver glacial et le Covid, donc tout était fermé. Donc j'allais au travail, je rentrais à l'appartement et puis c'était à peu près tout. Je descendais en bas de chez moi puisqu'on était dans un quartier sympa, voilà. Et puis là, en fait, je me suis dit, OK, donc là, tu fais encore quelque chose par défaut. Est-ce que tu l'as vraiment choisi, ce travail, ce lieu, cette relation même ? Puis, il se trouve qu'en avril, donc quelques mois après, ça n'a pas duré très longtemps à Paris, j'ai dû rentrer dans le sud, voilà, pour une histoire personnelle, en fait, une séparation. Donc, je suis rentrée dans le sud du jour au lendemain, c'est-à-dire, voilà, du dimanche soir au lundi matin. Lundi matin, j'étais partie. Donc, je prenais le train avec mes valises. Et je rentrais, je ne sais où, parce que du coup, j'avais plus de maison. Donc, je suis retournée un petit peu dans ma famille en avril. Et là, je me suis dit, bon, OK, tu n'es pas resté longtemps sans emploi, mais si ça se termine comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, on va essayer de trouver le positif dans la catastrophe, en fait, parce que vraiment, j'avais plus rien, plus de maison, plus de travail, plus de projet, plus de voiture. Voilà. Et puis, je me rappelais que j'avais gagné une petite somme, et puis une petite somme d'argent que j'avais pas dépensée finalement à Paris. Donc j'avais pas vu grand chose de Paris, malheureusement. Je m'étais quand même attachée à mon quartier, ce qui est quand même fou, parce qu'en quelques mois, je pensais pas m'attacher autant, en fait. Pas forcément aux gens, puisque j'avais pas fait tant de rencontres, mais à cette ambiance qui m'a quand même plu, qui était complètement différente de celle que j'avais connue.
Je me suis dit, ah ouais, donc j'ai regardé le quartier une dernière fois, je me suis dit, ok, Paris, c'était sympa, quelques mois, mais je pense que c'est pas avec toi que je dois vivre. Et quand je suis rentrée chez mes parents, au mois d'avril, mai, je me suis dit, donc là, c'est le moment de réaliser ton rêve, en fait, ton rêve depuis que t'es gamine. Mon rêve depuis que j'étais gamine, c'était de partir en Polynésie française. Alors, je ne savais pas pourquoi, parce que j'ai aucune origine polynésienne, mais en fait, depuis que j'avais 10 ans, c'était acté dans ma vie, dans ma tête, mon métier, ça allait être de vivre dans les îles. Voilà, je sais pas pourquoi ni comment, mais c'était ça. Et donc, depuis 10 ans, j'avais des posters d'affiches, de lagons, de mer, d'eau turquoise, etc. dans ma chambre. C'était pas forcément des chanteurs ou des artistes, mais c'était plutôt ça. Et puis, donc, j'ai pris la décision. Donc, en mai, je me suis dit, voilà, t'as plus rien, t'as plus de travail, donc t'as pas du tout envie de te remettre dans un schéma classique, c'est-à-dire, je voulais pas reprendre un travail par défaut, je voulais pas reprendre un appartement, je voulais pas me racheter de voiture. Donc à partir d'avril 2021, je me suis dit maintenant tu vas essayer de réaliser tes rêves et chaque année tu vas réaliser un rêve. Et puis donc là j'ai décidé de préparer mon voyage en Polynésie sans savoir ce que j'allais faire, combien de temps j'allais y rester, je ne connaissais personne et je n'avais jamais pris l'avion. J'avais même pas fait à Montpellier-Paris en avion, je n'avais jamais mis les pieds dans un aéroport. Et là j'allais prendre conscience qu'il y avait 22 heures de vol. Donc du coup, je me suis mis à préparer ce voyage tout simplement en ouvrant un fichier Word, en marquant voyage en Polynésie française. Et là, au moment où je l'ai marqué sur Word, ça a été le déclenchement en fait. Je me suis dit voilà, maintenant c'est écrit, t'y vas. Toute la journée, tu fais des recherches. Donc bien sûr, j'avais toute cette séparation, cette rupture à digérer, rupture du monde du travail, rupture de mon ancienne entreprise, rupture de ma vie d'avant, rupture de ma relation. Je me suis dit essaye de voir devant. Et puis j'ai compris une chose, c'est que on le voit souvent passer, mais c'est vraiment réaliste, c'est-à-dire que pour avoir vraiment ce que vous voulez, il faut quitter ce que vous ne voulez plus. Et tant que vous ne quittez pas ce que vous ne voulez plus, vous n'aurez pas forcément ce que vous voulez. Et ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des prochaines expériences et que j'allais vivre. Donc j'ai mis 2 mois, un peu plus de 2 mois à préparer ce voyage toute seule. Hein. J'ai pas appelé une agence de voyage, rien du tout. J'ai fait des recherches. Voilà, je me suis vraiment appliquée tous les jours à préparer ce voyage d'une vie, comme on l'appelle souvent. Au début, je me suis dit allez, j'y reste 2 mois et puis on verra bien comment je me sens. Et voilà, donc j'ai réservé mon billet d'avion. Alors là, au moment où j'allais réserver le billet d'avion, ça m'a pris à peine 24 heures. Pareil, en fait, pour prendre des grandes décisions, je mets à peine plus de 24 heures. Partir à Paris, quitter mon entreprise, prendre un billet d'avion assez cher. Mais par contre, pour des décisions anodines, je mets des semaines, quoi. Donc c'est ça qui est fou, c'est que pour changer le cap d'une vie, je suis prête à prendre des décisions très très radicales et très rapidement. Et en général, ça paye. Et du coup, je suis partie en voyage. Et puis là, je dois dire que au moment où je suis arrivée là-bas, je me suis dit c'est chez moi en fait, c'est là-bas que je dois être, c'est ici. J'ai plus de doute, j'ai plus de peur, j'ai plus d'angoisse. Tout s'est réveillé à moi en fait, comme si j'étais une nouvelle personne. Et que en fait j'avais fait figuration dans ma vie d'avant, que ce soit en amour, en amitié ou dans le boulot. Je me suis dit en fait voilà pourquoi ça t'appelait depuis autant d'années, c'est que c'est là-bas en fait. Et donc c'était en voyage, donc je me suis dit ok, tu vas quand même rentrer chez toi un jour, tout va bien, le billet retour est pas prévu, mais en tout cas tu sais que tu vas rentrer, donc prends le cool. Donc là-bas tout s'est enchaîné merveilleusement bien. Alors que j'avais mis des années ici, entre 20 et 30 ans, à galérer pour trouver mon chemin. Et là-bas, tout s'est merveilleusement bien passé, au niveau des rencontres, etc. Et donc, j'ai fait une rencontre en particulier qui a aussi changé ma vie. C'est-à-dire que là-bas, j'ai réalisé que on n'avait pas besoin de grand-chose, que la nature pouvait suffire, que il y avait d'autres cultures qui étaient tellement passionnantes que il fallait les connaître, il fallait en parler. C'est pas forcément la carte postale partout, mais voilà. Et je me suis découvert en même temps que j'ai découvert les autres, et c'est incroyable parce qu'ils m'ont énormément appris, et que là-bas, en à peine 2 mois, j'ai fait beaucoup plus de rencontres, passionnelles même qu'ici en 30 ans. Et j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie, donc on est rentrés tous les deux. On est rentrés de voyage tous les deux, c'était pas du tout prévu. Et à partir de ce moment-là, donc on est rentrés en septembre, c'est ça, septembre-octobre. On est parti en Corse, etc. Donc je me suis dit dans ma vie, la vie des îles, ça me plaît. Donc je cherchais quelle île en fait. Bon, bien sûr, il y a rien qui pouvait rivaliser avec la Polynésie. Et en rentrant, j'ai complètement changé, c'est-à-dire que j'ai fait un rejet de tout. J'ai fait un rejet du travail, j'ai fait un rejet des gens, de la société, de la consommation, de beaucoup de choses.
je voulais pas je voulais rester avec ces fleurs, ces odeurs, ces perles, ces gens. Mais bon, toute bonne chose a une fin, comme les mauvaises d'ailleurs. Et en rentrant, j'ai réfléchi avec cet homme qui a vraiment qui me fait changer la perception des gens. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a passé 20 ans sur les îles, en totale autonomie, qui a énormément de valeur. Enfin voilà, il m'a ouvert les yeux sur plein de choses. J'avais beaucoup de préjugés avant, j'en ai plus maintenant. Voilà, je me suis éveillée à plein de choses en fait. Et on a décidé de partir en Corse parce que lui, évidemment, rentrer en France, c'était pas possible pour lui. Il avait quitté la France à ses 18 ans, il en avait 38, et puis c'était hors de question d'y revenir. Puis moi, je me suis dit, maintenant j'ai réussi à faire un voyage toute seule, et puis où est-ce qu'on va maintenant ? Maintenant, il faut que je reprenne une vie professionnelle. Ça va faire 1 an que j'ai quitté le monde du travail. Ok, j'ai appris des choses, j'ai fait... entre-temps, j'avais fait beaucoup de recherche personnelle, beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur moi-même. Et c'est à partir de ce moment-là, fin 2021, que j'ai entendu parler de Chance. Du coup, je me suis dit, ok, maintenant on va se remettre dans le droit chemin. Et puis, je cherchais un bilan de compétences, mais comme on en entend un petit peu trop parler, je me suis dit, il y a personne qui va savoir à ma place ce qui est bien pour moi. Jusqu'au jour où je suis tombée sur Chance, et là, très très belle découverte. Personne ne sait à ta place ce qui est bien pour toi, ça c'est évident. Non, même non, Chance. Non, c'est clair. Donc c'est pour ça que l'idée d'un bilan de compétences me rebutait un petit peu en me disant, en fait, si toi tu sais pas, il y a personne qui saura à ta place. Mais j'avais besoin d'aide. J'avais besoin d'être guidée, j'avais besoin d'être cadrée et de savoir par quoi commencer, parce que vraiment j'allais dans tous les sens et je tournais en rond. De la méthode, quoi, de la structure. Une structure, tout à fait. Et c'est quand j'ai entendu du coup Ludovic de Gromard parler que là, ça m'a fait tilt. Et les mots employés étaient vraiment ceux que je voulais entendre, voilà. Et donc là, je me suis inscrite au bilan de compétences. Et puis, ça a été aussi une révélation, une deuxième révélation après le voyage, c'est que je me suis dit, j'ai dit à ma coach, en fait, dès les premières les premières interventions, je lui ai dit, voilà, moi, dans ma vie, je veux être écrivain, quoi. Donc ça, je l'ai pas précisé, mais j'ai toujours aimé écrire. Et au moment où j'ai démissionné, en fait, je me suis mise à écrire, mais écrire comme on écrit, on va dire, dans un petit journal intime ou sur une petite feuille, voilà. Je me suis dit, je vais écrire ce qui se passe dans ma tête, puisqu'il se passe quand même des choses. Et au lendemain de ma démission, j'ai commencé à écrire. Donc après, je suis partie en voyage, j'ai écrit aussi. Et puis voilà ce que j'ai dit à ma coach. J'ai dit, j'aimerais bien écrire, mais par contre ça, je sais que j'en vivrai pas. C'est réservé à une élite. Les écrivains, c'est vraiment des très grands artistes. On n'est pas écrivain comme ça prend des décennies, etc. Et voilà. Donc après, se sont enchaînées plein de croyances comme ça limitantes où je me suis dit non, mais il me faut un vrai métier. Mais pour moi, c'était vraiment l'idée, il me faut un vrai métier. Écrivain, c'est pas un vrai métier. C'est pas un vrai métier. Ce sera pas le mien en tout cas. Je suis pas assez douée pour ça. Donc après tout s'est enchaîné, il y a eu pas mal de rendez-vous. J'ai vraiment fait mon bilan avec Chance comme ce qui allait en fait me donner le déclic en fait. Et pour moi c'était limite sauvez-moi parce que là je suis complètement perdue. J'ai quitté le monde du travail et je sais pas où aller. Et donc du coup pendant 4 mois, je crois que j'ai eu 4-5 mois. Donc j'ai commencé mon bilan avec Chance, j'étais en Corse avec ce compagnon. Donc je savais très bien que dans mes idées, c'était pas possible de trouver ce travail-là en Corse, c'était assez compliqué. On était dans le sud de la Corse, c'est très touristique. Voilà, si je voulais reprendre des études, c'était compliqué, etc. Donc fin décembre, je suis rentrée de nouveau en métropole. Et puis là, ok, Julia, qu'est-ce que tu fais ? Ok, tu écris, c'est bien, mais qu'est-ce que tu pourrais faire de ce que tu écris ? Et puis finalement, je me suis dit que je pouvais pas m'en passer. Donc tous les jours, j'écrivais un peu tout ce qui s'était passé dans ma vie, dans ma tête, pourquoi j'avais quitté le monde du travail, pourquoi le monde du travail ne m'intéressait plus, même me faisait très peur en fait, parce que je regardais les offres d'emploi et je me suis dit mais tout ça, ça te convient pas, tout ça, c'est pas pour toi, tu te reconnais pas. Allez, continue de chercher, continue de travailler. Tu peux pas postuler comme ça encore une fois. Entre-temps, j'avais quand même refusé 2 postes en CDI pour 2 ou 3 entreprises. Je me suis dit non, en fait, toutes les bonnes choses n'ont pas une fin. Donc, ce que j'ai commencé, je vais le terminer, même si ça implique des changements de vie, des sacrifices. Voilà, depuis que j'avais quitté la maison dans le sud, j'avais pas retrouvé de logement. Hein, je vagabondais un peu de droite à gauche avec mes petits cartons. Donc c'était beaucoup de sacrifices parce que si je voulais vraiment me réinstaller quelque part, il fallait juste que je trouve un travail et puis j'allais reprendre une vie normale quoi. Mais c'était pas ça que je sentais au fond de moi. Donc j'ai continué d'errer un petit peu, je suis rentrée de nouveau en métropole donc sur le continent chez ma sœur qui m'a gentiment accueillie.
Et puis là, donc j'ai continué mon bilan avec Chance. Tous les jours, j'étais vraiment impliquée. En même temps, j'écrivais. Voilà, en même temps, je faisais des rencontres, j'essayais de contacter des gens. Le feedback d'ailleurs m'a beaucoup aidé, et d'envisager les métiers qui pourraient m'aller. Et puis j'avais toujours cette idée de je vais écrire. Et puis je me suis dit j'ai toujours voulu écrire un livre, mais au fur et à mesure, je trouvais le fil conducteur de ce que j'écrivais. Je me suis mise à noter des chapitres. Je me suis dit tiens, ce chapitre irait bien. Et puis j'ai essayé de formaliser vraiment. Je me suis dit écoute, pourquoi t'en ferais pas un petit livre quoi ? Ça pourrait aider beaucoup de personnes puisque je raconte un petit peu tous ces questionnements, tous ces défis, comment on peut les relever. L'imprévu est parfois plus beau que ce qui était prévu. Et du coup, je continuais d'écrire. Et j'ai mis un petit temps d'arrêt avec Chance parce que c'était pas un métier que je voulais trouver ou ma voix, etc. Je savais qu'il fallait que j'écrive mon livre en fait. Et du coup, j'ai mis un petit stand-by. Donc on arrive en début 2022, donc 1 an et demi après que j'ai démissionné. Et là, je me suis dit je vais repartir sur une île parce que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin d'écrire encore là-bas. Donc là, je suis partie en Guadeloupe, rejoindre mon compagnon qui vivait là-bas depuis 8 ans. Et là, j'y suis allée dans l'objectif de vraiment voir ce que c'était la vraie vie des îles. C'est-à-dire que c'est pas juste la farnienne sous les cocotiers, c'est des coupures d'eau, c'est des bestioles, c'est une population, c'est une vie différente, complètement différente. J'ai passé 3 mois là-bas, j'ai continué d'écrire mon livre. Et puis mais il se trouve que ça l'a pas fait là-bas non plus en fait. J'ai essayé de trouver du travail, mais je me suis dit non, en fait, c'est peut-être pas la Guadeloupe ta destination finale, c'est peut-être une étape, mais essaie de prendre tout ce que tu peux prendre. Et là pareil, j'ai rencontré des gens qui m'ont tendu la main comme personne, ça a été incroyable. Et je me suis réveillée tous les matins en me disant c'est comme ça que je veux me réveiller tous les matins, avec une vue comme ça, avec un ciel comme ça, avec des gens comme ça. Mais c'est peut-être pas ici. Donc je suis rentrée et puis je me suis mis dans l'objectif, ok, maintenant tu rentres chez ta sœur. Donc là je suis rentrée au mois de mars 2022. Aussi pareil, plein hiver, plus de maison, plus de voiture, plus rien. Et j'ai continué d'écrire et je me suis dit en mai tu dois avoir fini ton livre. Donc j'appelais ça un livre, mais voilà. Et puis je me levais tous les matins avec cet objectif-là. J'écrivais tous les matins. L'après-midi j'essayais de trouver ma voix, parce que voilà, c'était quand même le but de ma démission. C'était vraiment de trouver ma singularité. Et au mois de mai, en effet, j'ai fini ce livre que j'ai mis 1 an et demi à écrire, du coup, avec des petites pauses. Donc je me suis dit qu'il me fallait quand même une force d'esprit parce que j'avais quitté ce compagnon que j'aimais beaucoup, j'avais quitté la Guadeloupe où j'étais très bien, j'avais froid, j'avais personne ici. Ah oui, il faut dire ici aussi que je me suis coupée de toute vie sociale ici en fait dans le sud de la France, c'est-à-dire quand tu as plus de travail, tu n'as plus d'interaction, tu n'as plus de collègues, les amis c'était plus trop ça parce qu'en fait j'avais une vie qu'ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire une vie où je suis tout le temps en train d'essayer, en train de me tromper, en train de me relever, en train de rediriger la barque pour trouver le bon cap. Et j'ai pas du tout une vie stable en fait. Et c'est pas que je suis incomplète, satisfaite, c'est que je suis incomplète en fait. Et donc j'essaie de chercher un peu toutes ces expériences qui m'aideront. Donc je termine ce livre seule, donc je vivais dans 30 mètres carrés avec ma petite sœur. J'avais 32 ans. C'est pas une vie commune, quoi, mais voilà, je l'ai assumé en tout cas. Et ce livre, je l'ai auto-édité dans un premier temps. Je l'ai auto-édité en ne connaissant rien du tout du monde de l'édition, mais je continue à chercher des maisons d'édition, donc j'ai retravaillé mon manuscrit, mais vraiment pendant des mois et des mois, toute seule. Je l'ai fait relire pour le corriger et vraiment retravailler. Je prenais des informations partout. Comment on envoie un manuscrit, on va dire à peu près très professionnel à des éditeurs. Puis ce monde de l'édition m'a toujours passionnée. J'ai toujours été passionnée par les écrivains, par les éditeurs, par ces livres, par les librairies. C'est l'environnement qui me plaît le plus, quoi. Et donc une fois que je l'ai auto-édité, j'en parlais autour de moi, je l'ai fait lire à mes proches, etc. Et ça a été une révélation puisque les premiers retours ont été hyper. Je m'attendais pas à ça. Comme quoi j'avais une belle écriture, un style. J'ai mis vraiment toute mon âme dans ce livre, sans penser qu'il serait un jour lu en fait à la base. Il s'appelle Dis-moi la mer et si. Donc la mer parce qu'évidemment en lien avec ma passion en fait, avec les îles complètement. Et si parce que beaucoup de questions, beaucoup de points de suspension. Donc voilà. Et puis je décide de repartir en Guadeloupe une deuxième fois. Là j'avais trouvé un travail à distance. Je me suis dit j'avais toujours une visualisation dans ma tête. Je me disais pourquoi pas travailler dans un hôtel sur une île et puis en même temps écrire, quoi.
Et j'avais vraiment cette idée dans ma tête, je la formalisais pas tant que ça, mais elle était au fond de moi. Et puis, ça s'est passé. Donc, comme quoi, la visualisation, ça fonctionne. C'est-à-dire que là, je me visualisais cet environnement en me disant, OK, je vais travailler dans un hôtel, un bel hôtel, avec, je vais rencontrer des gens tous les jours, ils vont m'inspirer, je vais écrire sur eux, etc. Puis en même temps, voilà, je vais vivre dans les îles, quoi. Et puis, donc, il se trouve que je trouve un travail à distance, pareil, où je pars avec mon contrat de travail sous le bras, je trouve un appartement, etc., en Guadeloupe. Et donc, je repars au mois d'août. Et au moment où j'atterris, je vous assure que ça s'est passé comme ça, je rallume mon téléphone, j'enlève le mode avion, et là, je reçois un mail d'un éditeur qui me dit, voilà, on a lu votre livre, on aimerait vous éditer. Enfin, on a lu votre manuscrit, on aimerait vous éditer. Attention. Et je venais d'arriver en Guadeloupe. OK. Alors, par chance, les choses se font à distance actuellement, donc voilà. Je me suis dit, OK, on va pouvoir fonctionner à distance, super. Donc, j'essayais de lier un petit peu mon travail à l'hôtel avec ce travail-là de manuscrit, de voilà comment on va faire le livre, voilà, de tout relire, tout recorriger une énième fois. Et donc, c'était cet été. Et je suis revenue là il y a à peu près un mois de Guadeloupe parce que voilà, c'était pas là non plus que je devais être, donc une expérience fabuleuse à l'hôtel, en tout cas pas professionnellement mais humainement, avec des collègues guadeloupéens de qui j'ai énormément appris, qui m'ont touchée comme personne ne m'avait touchée avant. Et puis j'ai vu ce qu'était la vie là-bas, mais je me suis dit OK, c'est pas les Antilles en fait. Et puis dans ma tête toujours la Polynésie, il y a rien qui pourra rivaliser avec ça en fait. J'ai beau essayer, mais c'est pas ça quoi. Et donc je suis revenue au mois d'octobre et puis j'ai rencontré mon éditeur et toujours en me disant, mais en fait, t'as pas de métier, Julia. Tu as 33 ans et tu n'as pas de métier. Pourquoi tu essayes tout ça? Pourquoi, en fait, ça va te mener quelque part. Et je sais qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas un métier que je cherche, c'est une mission. En fait, j'ai une mission. Et je sais que c'est par l'écriture que je vais y accéder. Donc, ce livre, en fait, il a été publié, on a fait le tour des librairies, etc. J'ai été interviewée par France Bleu Gare Lozère. J'ai fait pas mal de rencontres de gens qui ont parlé de mon livre, je fais des dédicaces, etc. Donc c'est tout nouveau, c'est un monde que je connaissais pas, mais que j'admirais de loin dans l'ombre, on va dire. Alors moi, j'admire toujours le travail des écrivains, j'aime beaucoup les écouter, les rencontrer, aller à leurs conférences. Et là, en fait, j'en suis à un point de me dire, bon là, j'ai déjà commencé un deuxième livre, mais pour écrire ce deuxième livre, je ne peux pas rester en France. Donc là, mon duel, c'est de me dire, je veux aller dans les îles, je sais que c'est pour moi, et ce sera pas les Antilles, mais en même temps, je veux rencontrer des écrivains, je veux être dans ce milieu grouillant de l'édition. Donc comment faire? En fait, ma dualité est là, de me dire, je peux pas être en France. Par contre, la France, il y a les écrivains, il y a les conférences, il y a les rencontres, il y a les salons, il y a plein de choses. Et c'est dans ce milieu-là que je me sens vraiment vivante, en fait. Quand je vais à des salons du livre, je connais beaucoup les écrivains, je connais leurs œuvres, j'en parle, les gens viennent me poser des questions alors que je ne travaille pas dans le salon. Et puis voilà, comme si j'en faisais partie en fait, mais c'est un monde qui me plaît énormément. Tu as pensé à un plan d'action en plusieurs étapes ou d'abord, à la fin de Chance, on finit toujours avec un plan de carrière, une vision à plutôt long terme de son projet pour vérifier son alignement long terme et un plan d'action qui en découle. Et tout ça peut être en plusieurs étapes pour te dire dans un premier temps, je reste ici dans ce milieu foisonnant où je peux rencontrer des personnes du milieu, etc. pour, dans un second temps, aller vivre et correspondre aux impératifs géographiques que je vise. Ça te parle, cette idée d'étape? Oui, j'y ai pensé. Ouais. Oui, tout à fait. J'y pense en fait, me dire est-ce qu'il faudrait pas que j'aille quelque temps à Paris, parce que je pense que c'est quand même à Paris que ça se joue pas mal, hein, on va dire oui, dans le sud, il y a quand même il y a des choses dans le sud, mais en tout cas ce milieu-là, il est sur Paris. Je le vois, je le sais, même les offres d'emploi que je trouve, etc. Bon, après c'est je sais qu'il faut que j'ai ça en plusieurs étapes, mais j'ai l'impression que mon besoin est primordial par rapport à mon envie, en fait. J'ai l'envie d'être dans ce milieu foisonnant de l'écriture, de la littérature, mais j'ai besoin, en fait, géographiquement et humainement, d'être ailleurs. Et c'est viscéral, et je sais pas comment l'expliquer. Alors, c'est pas un caprice, hein, j'ai essayé de le faire comprendre aux gens autour de moi, c'est pas que je veux me dorer la pilule sous les cocotiers, c'est que je me suis dit qu'en fait, il y avait tellement de choses à dire sur cette culture-là, sur cette vie-là, sur cette vie qu'on idéalise beaucoup parce qu'on voit des images, en fait, mais qu'on sait pas tout ce qu'il y a derrière. Et que du coup, ces gens avaient la parole, ces gens, il y avait des choses à dire. Et du coup, j'essaye d'imaginer comment je pourrais lier deux, c'est-à-dire l'écriture et la vie dans les îles. Alors peut-être pas, moi, forcément, je vais écrire un deuxième livre, mais peut-être écrire sur eux, les aider à poser des mots sur tout ça, parce que souvent,
on dit d'eux, oui, ok. Par exemple, pour les Polynésiens, ils ont une énorme, comment dire, ils ont beaucoup de choses à dire et il y a des choses qui doivent pas être oubliées en fait, qui doivent être écrites, qui doivent être, voilà, ils ont vraiment des choses à raconter, très humaines, très profondes, et j'ai envie de leur donner la parole, j'ai envie de, voilà, et c'est quelque chose qui me touche. Pourquoi pas animer des ateliers d'écriture, parce que l'écriture ne doit pas se perdre ici comme là-bas. J'ai pas envie qu'elle se perde. Et puis voilà, peut-être qu'en fait, si je trouve pas ma voix, je vais m'intéresser à la voix des autres, la voix VOIX ou VOIE. Mais en fait, c'est peut-être ça. C'est peut-être que c'est ma mission. C'est comment ils en sont arrivés là. En fait, j'avais mal compris. C'est pas un impératif géographique pour toi de vouloir vivre là-bas en termes de lieu de vie. En fait, pour toi, c'est plus que ça. Ça rejoint ta finalité, ça rejoint la mission de ton projet finalement, le public que tu veux accompagner, à qui tu veux donner la voix, etc. D'accord. Oui, tout à fait. Je pense que j'en suis arrivée à cette réflexion-là, à me dire c'est certes géographique puisque je me sens ici pas plus chez moi, clairement. C'est-à-dire que là où j'en suis, c'est-à-dire qu'on est au mois de décembre et je ne sors plus dans les magasins nulle part, je n'ai plus de meubles, je n'ai plus de voiture, j'ai toujours mes 3 cartons depuis 2 ans maintenant, plus de 2 ans. Je me suis pas réinstallée, j'ai toujours erré de droite à gauche, je me suis débrouillée et ça n'a jamais été ma vie avant. Avant, j'avais une vie complètement stable, etc. C'est-à-dire que maintenant, j'en suis arrivée à me dire en fait, ce n'est plus à peine de te forcer. Je ne pourrais plus repostuler une offre d'emploi ici pour l'instant. J'ai besoin d'un déclic. Alors peut-être que ce déclic va venir par ce livre, par le premier livre que j'ai écrit, parce que je raconte beaucoup de choses et elles sont assez concrètes et il y a beaucoup d'humour, c'est assez léger, etc. Je me dis peut-être qu'il y a... Alors c'est toujours beau de rêver, mais il y a peut-être quelqu'un qui va tomber sur ce livre et qui va m'aider, et qui va me donner le déclic en fait. Je compte beaucoup sur ça. Ce livre va aider beaucoup de personnes. D'ailleurs, les gens m'ont appelé, m'ont contacté en me disant voilà, il y a même quelqu'un à la Réunion, un chef d'entreprise qui m'a dit comment tu as fait, comment... Voilà, donc je sais que ce livre, au-delà de parler de moi, il parle à beaucoup. Et j'ai espoir, en fait, en visualisant toujours, parce que je fais beaucoup marcher la loi d'attraction qui fonctionne, et la visualisation en me disant, ce livre, c'est la première étape, en fait, et peut-être qu'il va m'aider à accéder à la seconde. Parce que, voilà, moi, j'écris pas du roman, je me vois pas écrire du roman. Il y en a qui le font et qui le font très, très bien. D'ailleurs, je suis la première lectrice, mais pour moi, c'est pas mon écriture, c'est pas le roman. Donc, j'essaye de chercher mon style dans l'écriture aussi. Tu disais à l'instant là que tu voyages avec 3 cartons depuis quelques temps. Et ce qui m'intéresse, c'est que dans un de tes témoignages, tu dis j'avais tout et j'avais peur de tout perdre à l'époque, tu sais, où tu as décidé de démissionner, etc. Et tu dis la voiture, l'appartement, tu sais un peu cette liste qu'on entend des cases à cocher, dans l'ascenseur social. Mais finalement, quand on t'entend aujourd'hui, on a un peu l'impression que c'était rien finalement tout ça pour toi. C'était rien. C'était exactement. C'était tout, mais c'était rien en fait. C'était tout ce qui me représentait, mais ça ne m'a jamais représenté. C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que j'ai plus grand chose, en fait. Et je veux dire, je n'ai plus besoin d'avoir ma routine tous les jours, à me dire, voilà, j'ai mon dressing là, j'ai mes affaires là, voilà. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est mes livres qui sont dans des tonnes de cartons et que je vois pas. C'est vraiment la seule chose qui m'embête et voilà, plus de cartons, c'est mes livres. Mais tout ce que, voilà, là, je me débrouille, j'emprunte des voitures, j'en loue, j'assume, en fait. Ça a un coût financier, c'est clair. De devoir tout quitter, on doit s'adapter, donc c'est financier. Il faut accepter de vivre avec d'autres personnes. Là, pour être honnête, je vis chez ma grand-mère qui a 92 ans, mais j'accepte et jamais je me serais vue vivre comme ça, en fait, quand je vois tout le monde qui a une maison, qui prépare Noël, et le sapin, le truc. Moi, je sais pas où je serai demain, mais en fait, je suis sur le départ, en fait, je suis sur le starting block parce que je sais qu'à tout moment, je vais partir, parce que ce n'est plus ma place. Donc, il y a les miens ici, il y a, voilà, je suis à Nîmes, j'ai toute ma famille, etc., mais c'est plus là que je veux être. Et tout ce que j'avais avant ne me manque absolument pas. En fait, ce qu'on perd, on peut le récupérer 100 fois. Voilà, ça c'est important. Et on le récupère, mais autrement. On le récupère, de plein d'autres façons en fait. Alors il y en a qui ont du mal à se détacher du matériel. Je pensais clairement que c'était mon cas quand je suis allée à Paris, que j'ai tout quitté, tout laissé. Je devais tout rentrer dans 30 mètres carrés. On va dire que j'ai pris le minimum. Mais qu'est-ce que le minimum quand on ne le sait pas? Bonne question. Voilà. Et surtout quand on a l'habitude de vivre avec beaucoup. Voilà, exactement. Et voilà, ma maison avant c'était un musée. Je veux dire, on enlevait les chaussures, on touchait pas. Il y avait et maintenant, ça fait 2 ans que j'ai pas mis les pieds dans un magasin. Et la seule chose qui me plaît, c'est les coquillages, c'est les fleurs, c'est le sable. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai plus besoin de tout ça. J'ai juste besoin d'être d'écrire, de rencontrer, de dénicher, de transmettre et d'écouter. Et voilà, et le reste viendra. Et en effet, tout ce que j'avais avant
ce n'était pas moi. Mais il y a qu'à partir du moment où on prend cette décision de quitter qu'on se rend compte que voilà, il y a toujours un mal pour un bien, toujours. Je retiens la phrase que tu as dit tout à l'heure, pour avoir ce que vous voulez, il faut quitter ce que vous ne voulez plus. Mais justement, j'aimerais bien rebondir là-dessus en faisant une petite marche arrière sur ton BTS, où tu disais tout à l'heure, j'ai choisi le BTS tourisme parce que il me semblait que ça voulait dire parler anglais et voyager. Et finalement, ça n'était pas ça. Avec du recul, est-ce que tu voudrais passer un message sur tout ce qui est la façon de se renseigner finalement sur ce que représentent des études, sur ce qu'elles contiennent, et peut-être se détacher un peu des clichés, parce que j'ai l'impression que là, il y avait un peu une histoire de projection qui était fausse au final. Complètement, c'est ma grosse erreur. Et en fait, je reconnais aujourd'hui, alors il n'y a pas d'âge pour reprendre les études, mais le plus grand regret de ma vie, et clairement je le porterai jusqu'à la fin de ma vie, c'est de ne pas avoir fait des études qui me correspondaient, clairement, parce que je n'ai pas été assez renseignée, parce que je n'ai pas été assez guidée. Je savais que c'était pour moi la littérature, les lettres, j'adorais étudier, etc. Mais en fait, j'ai été de suite me dire, Julia, il faut faire comme tout le monde, un appartement, une voiture, tu gagneras des sous tous les mois, etc. Mais en fait, à 33 ans, je le paye, mais je le paye au centuple, en fait, parce que c'était pas ce que je voulais faire. Bon, depuis, je me suis adaptée et je suis ici et maintenant. Donc maintenant, c'est comme ça. Ça a fait la personne que je suis. Mais clairement, s'il y a un message à passer, c'est renseignez-vous avant, ne foncez pas bille en tête. Alors il y a toujours temps de voilà, avec chance, on voit bien qu'il est toujours temps de regagner sa chance en fait, hein, et parce qu'on nous la donne, parce qu'on nous permet de voilà. De rattraper tout ça, mais franchement, si j'avais 18 ans ou 20 ans là, ah ouais, non, mais j'aurais jamais fait ça, c'est sûr. Enfin, je sais que c'est mon regret, je sais que j'ai pas été assez écoutée, j'ai pas été assez guidée, parce que le bac L, je l'ai eu avec mention très bien, et de suite, je me suis dit, en fait, ouais, je vais pas faire des longues études parce qu'il faut vite que je m'installe, je vais gagner des sous, je vais voyager. En fait, c'était pas du tout ça. C'est-à-dire, premier CDI, premier appartement, premiers impôts, premier crédit, et après, ben voilà. Alors que, voilà, je pense qu'il faut vraiment écouter ce qui résonne en nous, et puis il faut pas écouter les injonctions, tu devrais faire ça, et prendre le temps, en fait, prendre le temps. Alors, j'ai pas pris le temps à mes 20 ans, mais je l'ai pris maintenant, depuis 2 ans. J'ai pris le temps et c'est vachement important, en fait. On doit pas être débordé pour exister. Vous voyez, on doit pas courir après tout en même temps pour pouvoir exister. Juste se poser et se dire, voilà, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire, quoi. Oui, donc à 20 ans, t'écoutais plutôt les injonctions de la société ou le mimétisme avec tes proches, alors qu'aujourd'hui, on est plus sur des moteurs que j'ai entendu écrire, transmettre, écouter, rencontrer, donc qui sont plus justes, même si finalement, tu n'aurais jamais imaginé pouvoir vivre avec si peu, être tout le temps sur le départ, comme tu dis, sur les starting blocks, et ça te correspond plus, mais tu n'aurais pas pu imaginer. Et je voudrais bien revenir. Tu l'acceptes, hein, tu me dis si c'est trop intime, mais j'ai entendu un témoignage très beau où tu parlais de, finalement, où tous ces choix qui n'étaient pas forcément les plus adaptés pour toi t'ont conduit. Avant ta démission, tu étais quand même souvent malade, notamment le dimanche soir, tu disais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, éventuellement, ce signe que ton corps t'envoyait, que tu n'étais plus à la bonne place ? Oui, en effet, les dimanches soirs, c'était toujours. Je savais que c'était une nuit blanche, c'est-à-dire du dimanche au lundi, c'était une catastrophe. J'étais malade en fait, j'avais des urticaires le lundi matin. Limite, j'allais à l'hôpital parce que ça me grattait. Et j'avançais en fait, je rentrais dans. Alors j'en parle beaucoup dans mon livre, mais je rentrais dans ces bureaux, mais avec une force qui me poussait en arrière, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, ma tête savait qu'il fallait pas y aller, mon cœur, mon âme, tout, mon corps y allait. Donc, il y avait une telle disjonction, en fait, entre l'âme et le corps, entre les envies et les obligations, que ça me rendait malade, forcément. Il y a rien qui était aligné du tout. Et du coup, c'était des crises, voilà, je ne mangeais pas, il y a rien qui m'ouvrait l'appétit, comme j'en parle dans mon livre, mais décrocher le téléphone, ça me devenait insupportable. Les fils s'emmêlaient, mes cheveux étaient emmêlés, la souris elle se cachait entre les 2 écrans, je m'en sortais plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ça fait 6 ans, mais c'est pas possible. Et je tenais pas un stylo. Il y avait plus de stylo sur les bureaux. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on va, quoi ? Moi, c'est pas ça. Et puis on me disait, ma responsable me disait, mais Julia, tu fais tout le temps la gueule. Oui, mais oui, j'avoue. Alors il fallait quand même mettre un masque et sourire et puis dire bonjour à tout le monde et puis toujours les mêmes voix endormies le matin, toujours ce badge qui sonnait. C'était non, je me suis
ouais, ça a été terrible parce que je savais au fond de moi, mais il fallait rester dans cette entreprise parce que j'avais des primes, parce que j'avais quand même mes collègues, parce qu'elle m'avait offert la possibilité de m'épanouir. C'est vrai que c'est très épanouissant pour ceux à qui ça correspond. Mais bien sûr. Clairement, on peut pas se plaindre de cette entreprise et de ce qu'elle nous apporte. Mais moi, c'était tout aux antipodes. C'était l'antithèse de ce que je voulais être et faire. Et en fait, on nous a toujours dit ce qu'il fallait faire, mais pas qui il fallait être. Et il y a une telle différence entre les deux. Quel conseil tu donnerais aux personnes comme ça à qui leur corps envoie des messages? Parce que souvent, c'est le premier à se réveiller, parfois avant le mental qui est plus dans le contrôle, mais on n'a pas forcément envie de l'écouter. Toi, comment t'as fait pour te dire « Oula, là, il y a un message qu'il faut que j'écoute » En fait, je me suis dit clairement qu'il n'y a rien qui pourrait, mais alors rien, ni un patron, ni entreprise, ni un salaire qui pourrait m'apporter plus que la santé, en fait. C'est-à-dire que sans la santé, ouais, c'est fort. Il n'y a rien. Il y a rien. Donc même si je me retrouve sans rien, même si j'ai plus de travail, mais je sais que je vais me relever parce que je serai en bonne santé en fait. Et en fait, à partir de ce moment-là, vous le croirez ou non, mais je n'ai plus été malade du tout. Ça fait plus de 2 ans. Pourtant, je n'ai plus été malade une seule fois et j'étais tout le temps malade. Et alors après, ça devenait psychologique. Clairement, c'était mon corps qui savait qu'il fallait plus être ici, qu'il fallait et puis tout le temps malade en fait. Et je me suis dit non, il y a rien qui vaut une santé, rien. Alors c'est facile à dire, c'est sûr, c'est facile à dire, mais quand il faut passer le pas, on est là. Mais oui, alors on m'a dit ouais, mais toi t'as pas d'enfant, je suis d'accord. Et je pourrais pas parler de ces situations-là parce que je ne la vis pas. Donc oui, j'ai choisi aussi. Je vais avoir 34 ans, j'ai choisi de ne plus avoir de contraintes financières, matérielles, de couple, de maison, de tout ça. Alors oui, je vis chez ma mamie avec des cartons, mais j'ai choisi aussi cette situation qui n'est pas forcément facile tous les jours. Mais j'ai décidé de ne pas avoir ces contraintes-là et d'écouter mon corps. Et mon corps, en fait, c'est fou parce qu'au moment où je suis partie dans les îles, j'ai jamais été aussi en forme en 33 ans que là-bas. Et alors que et pourtant, c'était pas simple non plus. Mais au travail, non, et puis j'étais ni bonne pour eux, c'était ni bon pour eux, ni bon pour moi. D'avoir une employée qui ne souriait plus, qui était tout le temps mal, etc. Je préférais qu'ils aient l'image de moi, plus positive, etc. Et je préférais léguer ma place parce qu'il y en a une autre qui l'aurait fait mieux que moi, en fait. C'est que là, il fallait vraiment m'enlever de là, et pour eux comme pour moi. Et puis, on s'est très bien compris, eux et moi, et parce que j'ai été honnête, parce que j'ai été authentique, parce que je leur ai dit, je pars pas à cause de vous, mais pour moi. Oui. Et elle est là la différence. Voilà, laissez-moi partir, quoi. Voilà, j'ai besoin de savoir pourquoi je vis, et voilà, et c'est pas ici que je le saurai. Et en effet, c'était pas là-bas. Et pour revenir sur une note un peu plus positive, même si c'est important, bien sûr, de parler de ces moments, parce que c'est là où on a les déclics et on trouve parfois la force, justement, de réagir, comme toi, tu l'as eu, avec ta démission en 24 heures. Je voudrais parler un peu d'écriture. Alors, je voudrais tout de suite déculpabiliser les auditeurs. Bien sûr, pour toi, l'écriture, c'est plus que pour quelqu'un de lambda comme pour moi. Ma jumelle, par exemple, écrit beaucoup, elle est comme toi, elle est très douée. Mais même pour les gens comme moi ou plein d'autres, pour qui c'est pas une vocation, un talent ou une compétence, etc., il me semble que l'écriture, avant d'être ton projet professionnel, au début, t'as également aidé à faire de l'introspection, c'est ce que tu disais. Et donc, est-ce que ça pourrait pas aider n'importe qui, même les gens pour qui ça n'est pas une spécificité, d'écrire, de poser sur le papier leurs pensées? Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Oui, complètement. Je suis une grande fervente de l'écriture, mais sans avoir un talent particulier. Franchement, juste d'écrire. Et moi, voilà, mon cahier il est ici, il est énorme, parce que j'ai écrit. Et en fait, tout ce que j'avais dans la tête au moment où c'est mis par écrit, ça change tout. Et c'est un besoin, en fait, c'est vraiment nécessaire. Et on dit pas d'écrire des tonnes de pages, on dit pas d'écrire de belles formulations ou d'avoir le bon mot. Juste écrire et rechercher, parce que tant que c'est pas posé par écrit, ça reste dans votre tête, ça n'en sort pas, ce n'est pas formulé, il faut que ce soit formulé. Et Annie Ernaux, pour la reprendre, qui cite, et c'est complètement vrai, si les choses ne sont pas écrites, elles ne sont pas allées jusqu'à leur terme, elles ont simplement été vécues. Et en effet, pour qu'une chose soit allée à son terme, elle doit être écrite, selon moi. Et ça aide, c'est-à-dire qu'on pose des mots, on les jette, même si ça n'a pas de sens, on les jette et puis on y revient. Et puis là, par exemple, je viendrai ouvrir mon cahier que j'avais fait avec Chance, et ce que j'avais écrit il y a quelques mois, il y a presque même 1 an, en fait, je me rends compte, en fait, c'est là que tu dois aller.
clairement. Et j'avais juste jeté des idées comme ça. Alors il y en a que j'ai éliminées depuis, hein, et en fait elles étaient écrites et je les rouvrais. Je me suis dit mais en fait t'avais raison. Et le fait d'écrire, c'est plus qu'autre chose. En fait, il faut écrire. Il faut écrire. Je vois, moi, tant que je peux passer aussi, comme tout le monde, un petit peu des heures sur les réseaux sociaux, mais c'est du temps que je perds à écrire. Et en fait, il y a un tel bien-être en écrivant et qu'on ne retrouve pas du tout en errant sur ces réseaux. Mais il faut, je le conseille tellement. Enfin, je sais, justement, c'est une cause pour laquelle j'aimerais me battre, et c'est aussi pour ça que je veux en faire ma mission. C'est que l'écriture est salvatrice complètement. Elle est salvatrice, elle est elle aide énormément, et sans avoir une vocation d'écrivain ou autre, mais on se découvre forcément des talents en écrivain. On se découvre des talents qu'on ne connaissait pas. C'est quand même j'ai écrit ça là à ce moment-là, et puis on le relit, on y revient, et puis des fois ça se transforme en plusieurs phrases, en plusieurs paragraphes, en pages, et puis voilà. Et puis ça soulage complètement. Puis moi, je sais que j'écris sans forcément écrire un livre, mais tous les soirs, j'écris. C'est ça. J'écris ce qui me passe par la tête. Ah oui, complètement. Juste coucher, en fait, sur le papier, des idées, des pensées. Oui, complètement. Et je relis ce que j'avais écrit en démissionnant, ou même avant, et on mesure le chemin parcouru, en fait. Et c'est ça qui est important. C'est qu'on mesure les difficultés qu'on a traversées, comment on les a traversées, se dire que si j'y suis arrivée, je pourrais arriver à traverser d'autres choses. Mais écrivez. Ah oui, si je peux dire quelque chose, c'est écrire. Ouais. En tout cas, tu m'as donné envie de reprendre. Je le faisais avant. J'avoue que là, j'ai un peu arrêté depuis quelques mois. Je vais m'y remettre parce que ça fait du bien. Donc, merci pour ce rappel. Non, vraiment. Et tu as bien fait de le soulever. C'est toi qui me l'as rappelé. Merci beaucoup. Je vais te poser une dernière question. Si tu pouvais faire un bond dans le passé et parler à la Julia de 7 ans, en étant toi la Julia de 34 ans aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? Alors, c'est marrant que tu me poses cette question parce que pour 2 choses. Parce que la première, c'est que j'ai écrit à la fin de mon livre une lettre à moi-même qui m'a beaucoup aidée. Et la deuxième, c'est que j'avais dans l'idée justement de demander aux gens souvent de faire une lettre pour l'enfant qu'ils étaient en fait. Et du coup, c'est une idée qui me traverse l'esprit, qui m'a traversé depuis quelques jours l'esprit. Donc c'est bien que tu me poses cette question. Et qu'est-ce que je lui dirais ? Oui, je me suis dit, en fait, l'écriture passera aussi par là, par le fait de d'écrire à l'enfant qu'on était. Et c'est ce que j'ai fait aussi dans mon livre. Du coup, je lui dirais que ça ne va pas être simple, qu'il va falloir s'accrocher, mais qu'en fait, elle a une singularité, une potentialité qui ne va peut-être pas convenir à tout le monde et dans tous les domaines de sa vie, mais il faut aller la chercher, il faut la travailler, il faut essayer de ne pas rentrer dans ce qu'elle voudrait, dans ce que la société voudrait qu'elle soit. Alors ça va demander des concessions, des sacrifices. Il va falloir vraiment s'écouter en fait, s'écouter et se dire que en fait ta meilleure amie ce sera toi. Parce que de toute façon le temps va te le prouver que ta meilleure amie ce sera toi, et que du coup comment les autres pourront apprécier ta propre compagnie si tu ne l'apprécies pas toi-même. Et la preuve en est qu'à 33 ans, c'est ce que j'aimerais lui dire, c'est que apprécie-toi, aime-toi, et avance en ayant la certitude que c'est toi qui as raison, quoi. C'est toi qui as raison, tu dois travailler ce qui résonne en toi et n'écoute pas, ne te trompe pas. En fait, si tu peux te tromper, et tu vas te tromper plein de fois, mais en fait, la réussite va forcément passer par l'échec. Tu ne pourras pas réussir sans avoir échoué. Et j'ai échoué plein de fois et je me suis relevée encore plus de fois et voilà. En fait, ce que j'aimerais lui dire, c'est que l'échec n'est pas n'est pas grave. En fait, il aurait été beaucoup plus grave si j'avais échoué sans jamais avoir essayé. Voilà. Si j'avais échoué sans avoir essayé, là, j'aurais pu m'en vouloir. Mais franchement, le fait d'essayer, c'est déjà réussir, quoi. Voilà. Il faut tout essayer, tout ce qui fait sens, tout ce qui résonne, tout ce qui te parle, tu essayes, quoi. Et c'est pas forcément une destination finale, mais c'est les étapes de ta destination. Et parce que forcément, tu vas la trouver, ta destination. Que tu disais tout à l'heure, essayer, tester, réorienter ta barque, c'est ce que tu fais en ce moment. Et ça rejoint aussi la vertu de l'échec que tu défends dans ton livre. Tu défends également la vertu de la réussite, bien évidemment. Mais voilà, très intéressant, encore une fois, livre qu'on recommande. Merci beaucoup, Julia, pour avec ta présence. Plaisir, merci pour tout, Philippine, pour cet entretien et pour ce que vous faites.
voilà, avec chance. Et puis pour ce podcast qui aide beaucoup de personnes, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.